Patrimoine chez Groupama Paris-Val de Loire. Nous avons souhaité inviter Anne-Lise Charrier-Marsen, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Groupama Ganvi, et Pauline Claus, donc ingénieure patrimoniale chez Groupama Ganvi, afin d'évoquer les différentes stratégies et solutions pour réduire la fiscalité, parce que c'est un sujet qui concerne un grand nombre d'entre vous. Évidemment. Oui, évidemment, c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Alors, oui, alors déjà, on va partager une première bonne nouvelle. On peut agir sur son impôt à tous les moments de l'année. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vous donner un peu la philosophie de cette conférence. L'idée, c'est vraiment de vous présenter les mécanismes d'impôt sur le revenu et d'IFI. Donc l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, hein, pour voir comment vous pouvez agir et comment vous pouvez réduire la note fiscale. Parce qu'effectivement, nous subissons tous une pression fiscale de plus en plus importante. Et pour bien la travailler, eh bien, en fait, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que nous avons des pouvoirs publics, hein, mettent à disposition un certain nombre de niches fiscales, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est les champions de la niche fiscale, hein, puisqu'on a plus de 400 niches fiscales. Donc, il faut les connaître, savoir comment elles fonctionnent et savoir si elles sont adaptées. Adaptez-les en fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et puis de vos choix d'investissement. Alors, l'impôt sur le revenu, Pauline, comment est-ce que ça fonctionne et quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour réduire cet impôt? Avant, on va commencer par une petite question. Alors, déclarer ses impôts dans les temps, ça permet de partir sereinement en week-end, bénéficier d'une réduction d'impôt parce que la réduction d'impôt, tout a été fait dans les temps, tout le monde la connaît. Éviter les pénalités, mettre son imposition à la charge de son voisin, rayer une ligne sur sa to-do list ou mieux dormir la nuit. Alors, bonjour à tous. Vous vous en doutez bien, je suppose. Si jamais donc vous déclarez vos impôts dans les temps, eh bien, ça va vous permettre d'éviter les pénalités, puisque en fait, la loi prévoit que si jamais vous ne déposez pas votre déclaration de revenus dans les délais qui sont impartis, eh bien, à ce moment-là, l'administration fiscale peut vous voir appliquer donc des pénalités et notamment donc des intérêts de retard et une majoration. Mais bien évidemment, si vous déclarez vos impôts dans les temps, ça vous permet aussi de partir sereinement au week-end. Ça peut vous permettre aussi de rayer une ligne sur votre to-do list et bien évidemment de mieux dormir la nuit. Plus précisément, Pauline, comment est-ce qu'on calcule, comment se calcule l'impôt sur le revenu et quels sont les différents types de réductions que nous pouvons obtenir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, donc le calcul de l'impôt sur le revenu est relativement complexe. Donc là, l'idée, c'est juste de regarder un peu de manière schématique comment ça marche et quelles sont les différentes étapes de calcul en pratique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en premier lieu, il va falloir en fait déterminer au préalable donc quel est le domicile fiscal du contribuable, c'est-à-dire donc est-ce que le contribuable est résident fiscal français ou est-ce qu'il est non résident, et quel est son foyer fiscal. Donc, quand on parle de foyer fiscal, c'est-à-dire est-ce que donc la personne elle est célibataire, est-ce qu'elle est mariée ou est-ce qu'elle a des personnes à charge, donc comme par exemple des enfants à charge. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir déterminer le revenu brut global. Et pour déterminer ce revenu brut global, en fait, on va tout simplement additionner l'ensemble des revenus catégoriels qui ont été perçus par le contribuable sur l'année civile. Alors, parmi ces revenus catégoriels, donc, on va additionner en fait donc, tout ce qui va être salaire, pension et rente. Nous allons additionner également tout ce qui est revenus professionnels. Alors, dans la catégorie des revenus professionnels, en fait, on va retrouver donc tout ce qui est bénéfices industriels et commerciaux, tout ce qui est également bénéfices non commerciaux et aussi tout ce qui est bénéfices agricoles pour notamment donc les exploitants agricoles. Parmi les revenus catégoriels, nous allons également additionner donc tous les revenus immobiliers. Alors les revenus immobiliers, qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre en fait donc les revenus locatifs qui sont issus de la location d'immeubles nus
Et on va également prendre en compte donc, tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers. Donc, par exemple, si vous percevez des dividendes ou des intérêts. Et pour finir, nous allons également additionner tout ce qui est plus-value de cession de valeur mobilière. D'accord, donc je fais la somme de tout ça, ça me permet de déterminer le montant de mon impôt brut. Bien évidemment, je vais pouvoir limiter cet impôt. Je vais pouvoir là agir sur mon impôt. Et quand on regarde effectivement le schéma, on voit qu'on peut travailler par le haut ou travailler par le bas. Donc travailler par le haut, ça veut dire qu'effectivement, je viens limiter le montant de mes revenus taxables. Travailler par le bas, ça veut dire que je vais réduire le montant de mon impôt. Donc on le voit bien dans le schéma, c'est pour ça qu'il est très illustratif, c'est-à-dire que vraiment les déductions, les investissements ou les dépenses qui vont permettre d'avoir une déduction d'impôt, on va les retrouver en haut du schéma. Donc c'est bien le montant de mon revenu taxable que je réduis. Et par contre, les dépenses qui vont permettre, tous les investissements qui vont me permettre de réduire mon impôt, je vais le retrouver par le bas, c'est-à-dire qu'une fois que mon impôt brut est calculé, je vais encore pouvoir agir. Donc bien évidemment, on voit bien que tous ces systèmes interagissent, Aurélie. Et donc là, c'est extrêmement important, si on veut bien conseiller nos clients, de bien comprendre comment ils sont fiscalisés pour savoir ce qu'on peut leur proposer. Bien évidemment, et c'est essentiel, ça va être le rôle du conseiller en gestion de patrimoine qui va analyser la structure de votre impôt sur le revenu pour vous présenter la solution la plus adaptée. Donc ça, c'est essentiel. Ils ne vont pas travailler sur une réduction d'impôt sans avoir vraiment calculé et travaillé en amont sur votre avis d'imposition. Et quels sont les différents mécanismes d'économie d'impôt sur le revenu, Pauline? Alors, en France, il existe 3 types d'avantages fiscaux. On va avoir les déductions fiscales, les réductions fiscales et les crédits d'impôt. En sachant qu'encore une fois, donc ces 3 mécanismes en fait interagissent entre eux, donc comme vous l'a expliqué Anne-Lise. Alors, si on commence par la déduction fiscale en fait, son objectif, c'est de permettre en fait de venir directement diminuer votre revenu imposable. Alors, par exemple, parmi les déductions fiscales, on va retrouver donc tout ce qui est versement en matière d'épargne retraite. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un revenu brut global de 50 000 euros et que je verse 3 000 euros sur un plan d'épargne retraite individuel, eh bien, ces 3 000 euros, ils vont venir en déduction des 50 000 euros. Ce qu'on peut peut-être quand même aussi préciser à ce stade, c'est que bien évidemment, on a des investissements type l'épargne retraite et puis ou par exemple les investissements dans le cinéma, on en reparlera un peu tout à l'heure quand on parlera des stratégies qui vont permettre effectivement de déduire. Mais ces propres investissements ont leur propre plafond. Donc là encore, ça va dépendre effectivement de votre situation et de voir quel plafond vous pouvez aller chercher. Et sur l'épargne retraite, ce qu'on peut constater de manière assez régulière, c'est que, alors l'épargne retraite, on en parle beaucoup, puisqu'en fait, effectivement, depuis la loi Pacte, en fait, je crois que le Perrin, ça fait partie des choses qui ont été le plus commercialisées. Parce qu'on sait moins, c'est que dans une analyse un peu rapide, on va dire, c'est très simple. Vous voulez connaître le plafond auquel vous pouvez prétendre, c'est sur votre déclaration d'impôt. Oui, mais attention, à condition que l'administration fiscale ait les bonnes informations et que vous ayez bien rempli votre déclaration d'impôt et qu'elle dispose de toutes les informations pour les calculer. Et ce qu'on peut constater en pratique, c'est qu'il peut y avoir un gros décalage, notamment quand je suis salarié et que j'ai la chance d'avoir des dispositifs d'épargne retraite complémentaires. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, effectivement, mon entreprise met à ma disposition des dispositifs d'épargne retraite complémentaires et je n'ai pas toujours conscience que ces dispositifs, ils ne me donnent pas un avantage fiscal immédiat sur mon impôt sur le revenu, mais ils ont un impact sur le plafond de déduction auquel je peux prétendre. Donc, première chose, effectivement, il faut vraiment faire ce travail d'analyse et vérifier que vous n'avez rien omis dans votre déclaration et que même si ça n'a pas un impact direct sur votre impôt, ça peut avoir un impact sur les plafonds de déduction
liées à certaines niches fiscales qui vous permettent de bénéficier des impôts. Bon, voilà, c'est la particularité du système français où ça reste très complexe, la fiscalité, mine de rien. Et là, encore une fois, n'hésitez pas à demander à votre conseiller en gestion de patrimoine qui pourra effectuer cette analyse avec vous pour éviter toute déconvenue par la suite. Alors, donc, juste un dernier mot donc, sur la déduction fiscale. Alors, en pratique, en fait, la déduction fiscale, elle pourra être privilégiée si jamais vous avez atteint en fait le plafond des réductions et des crédits d'impôt, puisqu'en fait, tout ce qui est réduction fiscale et crédit d'impôt va rentrer en fait dans ce qu'on appelle le plafonnement général des niches fiscales. Et en fait, ces mécanismes donc, sont plafonnés à hauteur de 10 000 euros par an. Donc, si jamais vous avez déjà atteint ce plafond de 10 000 euros, vous pouvez aller vous orienter sur des déductions fiscales. En sachant que plus votre taux marginal d'imposition est élevé, plus en fait votre gain sera important, puisque le gain est proportionnel à votre taux d'imposition. Alors ça aussi, c'est un élément qui est important, ce que vient de dire Pauline, parce que autant la réduction fiscale, en fait, peu importe mon taux marginal d'imposition. Alors que la déduction fiscale, l'effet, plus je vais avoir une fiscalité importante, plus l'effet va être important. Donc voilà. Donc là encore, il va falloir regarder finalement si c'est une déduction ou une réduction d'impôt qui s'adapte le mieux à votre situation. Et puis en sachant qu'il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est que certain nombre il y a des déductions qui peuvent continuer sur plusieurs années à être dans le temps, notamment quand on va être sur des dispositifs immobiliers, ça on aura longtemps. Et puis il y a des réductions, des déductions d'impôts qui sont flat, c'est-à-dire que je décide de faire un versement chaque année, j'ai un impact sur sur mon impôt de cette année. Donc il y a aussi des investissements où il va falloir regarder sur le long terme et se projeter un peu dans votre situation pour savoir effectivement si vous allez toujours être en principe dans cette même situation les prochaines années. Et pour terminer sur les autres types d'avantages fiscaux, donc sur la réduction fiscale et le crédit d'impôt, là en fait ils ont tous les deux un objectif commun, ce qui est non pas de venir diminuer en fait le revenu imposable comme la déduction fiscale, mais cette fois-ci la réduction fiscale et le crédit d'impôt en fait ils vont venir directement diminuer le montant de l'impôt brut qui aura été calculé au préalable par l'administration fiscale. Alors, en sachant que, encore une fois, donc la loi impose certaines restrictions, puisque parmi les réductions fiscales, donc on va retrouver par exemple les versements qui sont effectués donc à des organismes lucratifs, donc ce qu'on appelle les dons. Donc il y a une réduction qui est prévue par la loi, donc si jamais on effectue des dons. Et bien évidemment, donc cette réduction, elle est possible, mais dans une certaine limite. Et pour les crédits d'impôt, donc c'est un peu la même chose. Par exemple, dans les crédits d'impôt, on va retrouver le crédit d'impôt qui est octroyé si jamais vous employez un salarié à domicile. Et là, ce sera la même chose. Donc, si jamais vous employez un salarié à domicile, vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 50%, mais encore une fois, dans une certaine limite qui est prévue par la loi. En sachant que l'avantage du crédit d'impôt, c'est que si jamais, en fait, le montant de votre crédit d'impôt est supérieur au montant de votre impôt, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'un remboursement. Bon, c'est pour ça qu'en général, il y a assez peu de crédits d'impôt. Alors, il y a des crédits d'impôt quand vraiment les pouvoirs publics veulent en fait orienter notre épargne, donc notamment, Pauline, tu l'as cité, l'emploi à domicile. C'est aussi une façon de s'assurer que tout le monde est bien déclaré et que finalement le contribuable, il aura toujours intérêt, même si l'année d'après sa situation change et qu'il est plus imposable, eh bien il recevra de toute façon la somme. Alors, petite question, les pensions alimentaires versées aux enfants sont-elles déductibles si les enfants ne sont pas rattachés au foyer fiscal, déductibles 2 fois si les enfants ont été très sages toute l'année ou un investissement amortissable sur 30 ans? Alors, bien évidemment, les pensions alimentaires versées aux enfants donc, ne sont pas déductibles 2 fois et ne constituent pas un investissement amortissable sur plusieurs années. Mais les pensions alimentaires, donc si jamais vous avez des enfants majeurs,
vous avez la possibilité de leur verser des pensions alimentaires. Et à ce moment-là, la loi prévoit que ces pensions alimentaires peuvent être déductibles de votre revenu imposable si vos enfants ne sont pas rattachés à votre foyer fiscal. Alors, en pratique, comment ça se passe? Si jamais vous avez des enfants qui sont majeurs, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez leur verser une pension alimentaire, si jamais votre enfant est dans le besoin. Donc, par exemple, s'il est étudiant et qu'il ne perçoit pas de revenus, à ce moment-là, vous pouvez lui verser une pension alimentaire et au moment où vous ferez votre déclaration de revenus, vous aurez la possibilité de venir déduire le versement de cette pension alimentaire. Alors, encore une fois, bien évidemment, il y a un plafond de déduction à respecter, donc qui change chaque année. Et sinon, l'autre possibilité, c'est que vous pouvez rattacher votre enfant majeur à votre foyer fiscal. En sachant que l'option, en fait, vous pouvez la modifier chaque année. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un enfant majeur que vous avez rattaché à votre foyer fiscal l'année dernière, eh bien, vous n'êtes pas obligé cette année de le rattacher à nouveau à votre foyer fiscal, mais vous pouvez changer et vous pouvez lui verser une pension alimentaire et déduire cette pension alimentaire de votre déclaration de revenus par la suite. Donc, on a bien un arbitrage à faire là aussi. Alors, là encore, tout est plafonné quand même. Donc, il faut vraiment mesurer l'impact pour vérifier si on a intérêt ou pas à détacher son enfant du foyer fiscal. Alors là, on vous a cité quelques déductions fiscales. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans ces déductions fiscales, parce qu'il nous faudrait des heures et des heures. Et on a pris le parti de faire une réunion d'information courte. Mais c'est juste de partager avec vous 3 types de déductions fiscales qui, en fait, vont interagir ensemble et qui, en général, pour nos clients, on va les utiliser la même année. Et notamment, typiquement, ça, c'est le cas où j'ai un chef d'entreprise qui se distribue des dividendes. Donc, vous le savez, on a effectivement des taux marginaux d'imposition qui sont à 45%. Quand j'ai une grosse perception de dividendes, je peux avoir la CEHR, je peux avoir effectivement tout un ensemble de mécanismes qui vont avoir pour conséquence de me donner une pression fiscale très très lourde sur ma perception de dividendes. Donc en général, effectivement, on peut avoir effectivement des pensions alimentaires, parce qu'on en a fait le choix, par exemple, de détacher ses enfants de son foyer fiscal, mais aussi on va aller chercher des plans d'épargne retraite pour effectivement constituer un complément de revenu à terme, bénéficier de déductions fiscales, mais on va aller chercher aussi quelque chose qui va avoir un effet de levier encore un peu plus important, c'est l'immobilier. Et notamment les solutions telles que le déficit foncier ou le monument historique. Donc là encore, l'arbitrage, ça va dépendre de votre situation et puis aussi de ce que vous voulez faire. Parce qu'en fait, qui dit immobilier dit bien, il faut que le bien vous plaise, il faut bien. Mais voilà. Mais en fait, ça illustre parfaitement le fait que toutes ces niches fiscales, elles sont pas prises isolément et qu'elles interagissent par rapport au premier schéma que vous a présenté tout à l'heure, Pauline. Et que bien évidemment, il va falloir en plus intégrer ça dans votre stratégie globale de revenus pour savoir effectivement finalement si je vais chercher du déficit foncier, si je vais chercher du MH, si je vais chercher du plan d'épargne retraite, mais jusqu'à quel point, et puis effectivement tenir compte de ma situation personnelle si le cas échéant j'ai des pensions alimentaires. D'où l'intérêt d'effectuer cette vraie étude globale et d'être accompagné surtout. Exactement. Alors, petite question, qu'est-ce que l'investissement en Sofica, Pauline? Est-ce que ça permet d'obtenir une montée des marches à Cannes l'année suivante, un selfie avec son acteur préféré ou bien une réduction d'impôt? Alors malheureusement, donc là, le festival de Cannes est déjà terminé depuis une semaine. Malheureusement, si vous investissez dans des parts de Sofica, donc vous n'allez pas pouvoir monter les marches à Cannes l'année prochaine, ni obtenir un selfie avec votre acteur préféré, mais vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt, ce qui n'est pas négligeable. Oui, alors c'est vrai que Cannes est passé, on peut se demander pourquoi on a décidé de faire un zoom sur la Sofica. C'est justement pour vous présenter le fait qu'il y a plein de niches fiscales en France. Et la Sofica, typiquement, pourquoi on dispose d'une telle réduction d'impôt, 48%, pourquoi? C'est parce que l'État veut orienter notre épargne dans le soutien, pour soutenir le cinéma français. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que finalement, au-delà de l'aspect fiscal, on peut aussi se faire un peu plaisir. Et quand on aime le cinéma,
c'est quand même assez sympathique de se dire que on a aidé à produire tel ou tel film et en plus, qui plus est, quand on a la chance que ces films aient une palme à Cannes. Et puis, alors, effectivement, comme ce sont des investissements très risqués, le taux fiscal de 48%, c'est énorme, mais c'est parce qu'effectivement, il faut qu'on pousse le particulier à accepter de mettre un peu d'argent dans le cinéma. Il sait que c'est pas un investissement, il fera une énorme plus-value, mais il aura une très belle réduction d'impôt. Il y a une autre solution aussi de réduction fiscale qui est la loi Malraux, qui est intéressante. Ça permet de réhabiliter les centres-villes, d'acheter sur du beau, de la belle pierre. Et bien entendu, là encore, le taux de réduction est très intéressant puisqu'il varie entre 30 à 22% en fonction du centre-ville. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de l'organisation du droit commun un peu, de l'impôt sur le revenu. On a décidé aussi de faire un petit zoom sur la situation particulière du dirigeant. Parce que lui, encore plus que le salarié, en fait, il peut jouer, il peut travailler. Alors, la question qui est souvent posée, la question qui nous est souvent posée, c'est de se dire, finalement, est-ce que je prends une rémunération, est-ce que je prends un dividende, comment je serai le moins fiscalisé possible? Là encore, la solution, elle n'est pas si facile que ça, parce que ça va dépendre effectivement de votre structure, du choix. Est-ce que vous êtes en SARL? Est-ce que vous êtes en SAS? Quelle est la structure en fait de votre société? La première chose. La deuxième chose, ça va dépendre effectivement de vos besoins aussi, du train de vie qui est nécessaire. Et puis, ça va dépendre aussi en fait de la configuration. Est-ce que vous pouvez pas aller chercher aussi des dispositifs d'épargne retraite collective ou individuelle? Donc tout ça, on va l'étudier. Avec une chose qu'il faut pas perdre de vue, c'est que bien évidemment, en fonction des choix que je ferai, mes revenus différés à la retraite ne seront pas les mêmes. Et c'est vrai que on sort un peu de cette. Moi, il y a des années, quand j'ai commencé à travailler, un dirigeant d'entreprise, je disais, en fait, moi, je veux payer le moins possible, puisque à la sortie, de toute façon, je vendrai mon entreprise. Aujourd'hui, on est beaucoup moins dans cette philosophie-là pour plusieurs raisons, notamment parce que l'une des raisons, c'est que la loi Pacte est passée par là, qu'on a des dispositifs incitatifs très importants de mise en place d'épargne retraite individuelle ou collective. Et là encore, le dirigeant, il va falloir regarder sa situation personnelle, mais également finalement la manière dont il exerce son activité. Et ça va nécessiter une analyse complexe et qu'en général, qu'on va faire avec son expert comptable, de toute façon. Puisque là, nous, on va être juste là pour donner quelques pistes de réflexion et valider quelques hypothèses. Merci beaucoup, Anise. Et l'IFI dans tout ça? Alors l'IFI, pourquoi on a souhaité parler d'IFI, puisque vous savez, l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc c'est parce c'est un impôt dont on entend de plus en plus parler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, depuis 2017, le prix de l'immobilier a quand même augmenté. Donc il y a de plus en plus de redevables. Donc c'est des questions que nous sociétaires, nous posent assez régulièrement. Et puis, ce qu'on voulait faire, c'était un petit clin d'œil sur le fait que sur l'IFI, au moment où, vous vous souvenez, avant, c'était l'impôt, c'était l'ISF. Donc, on prenait tout le patrimoine, alors que là, maintenant, on est limité au patrimoine immobilier. Il y a un certain nombre d'associations qui ont pris peur en disant, mais en fait, nous, on était financés grâce à des dons importants de gens redevables de l'ISF. Là, il y a de moins en moins de gens qui vont payer l'ISF, donc on risque de perdre beaucoup de financement. Alors, on va quand même se rassurer un peu. Je vais vous partager quelques chiffres. C'est que finalement, il y a quand même eu 221 millions d'euros de dons qui ont été faits à des associations pour bénéficier d'une réduction IFI, et que ça va en augmentant. Alors, ça va en augmentant. Pourquoi? Parce que j'ai de plus en plus de redevables de l'IFI. Il y a 7% de redevables en plus cette année que l'an dernier. Alors, ça s'explique parce que le patrimoine immobilier augmente. Et puis, autre chose qu'on constate, nous aussi beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de nos clients qui héritent. Et donc, ça vient finalement reconcentrer le patrimoine autour de gens entre 50 et 65 ans. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire cette IFI qui devient de plus en plus problématique?
Alors justement, parmi les solutions qui peuvent être mises en place, donc Annelise l'a déjà un peu évoqué, vous avez encore jusqu'à demain, donc avant minuit. Si jamais vous souhaitez soutenir une fondation reconnue d'utilité publique, donc vous avez encore la possibilité jusqu'à demain pour faire un don qui va vous permettre en fait de bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros par an. Puisque en fait la différence de la réduction pour les dons IFI par rapport à la réduction pour les dons au titre de l'impôt sur le revenu, c'est que pour l'impôt sur le revenu, en fait, on va prendre les dons qui ont été effectués l'année précédente, donc sur l'année civile, alors que pour l'impôt sur la fortune immobilière, on prend donc les dons qui ont été réalisés donc jusqu'à la date limite pour souscrire sa déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Dans les autres techniques d'optimisation, il y a la possibilité en fait de limiter sa base taxable. Quand on parle de base taxable en fait à l'IFI, vous savez donc l'IFI ça recouvre uniquement donc tout ce qui est immobilier. Donc en fait donc soit des biens ou des droits immobiliers, soit des parts ou des actions de société uniquement pour leur quote-part investis en immobilier. Donc, si jamais, en fait, j'investis dans des actifs qui peuvent bénéficier d'une exonération, donc soit totale, soit partielle, au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, comme par exemple l'investissement dans les bois et forêts, eh bien, cela va me permettre de diminuer mon assiette taxable au titre de l'IFI. Après, comme autre solution, il y a aussi de sortir définitivement, en fait, certains actifs qui serait imposable au titre de l'IFI de son assiette imposable. Donc, par exemple, si je détiens un bien immobilier et que je donne la pleine propriété de mon bien immobilier à l'un de mes enfants, eh bien, ça va me permettre, encore une fois, donc, de réduire mon assiette taxable au titre de l'IFI. Donc là encore, on va pouvoir travailler par le haut ou travailler par le bas. C'est-à-dire qu'effectivement, soit je travaille sur le montant de mon patrimoine taxable, ou soit je travaille sur le montant de mon IFI. Tout à fait. Et pour les passionnés d'immobilier qui souhaitent continuer à investir sur l'immobilier et qui sont déjà à l'IFI, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Eh bien, on peut éventuellement investir sur un bien uniquement en nue propriété, hein, et c'est ce qui permettra de ne pas être taxé au titre de l'IFI. Et voilà, et donc c'est une stratégie de plus, hein, parce qu'on constate que même en une demi-heure, on a évoqué de nombreuses stratégies et ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Mais encore une fois, pour être sûr que la stratégie fonctionne, il faut que la première étape d'analyse soit bien réalisée. Et puis après, qu'effectivement, vous soyez aussi à l'aise avec les investissements ou les dépenses que vous allez réaliser. Tout à fait. Eh bien, un grand merci. Je crois que tu avais juste une précision. Juste le mot de la fin. Donc, comme vous le savez, donc la campagne déclarative donc, se termine demain pour les derniers départements, mais l'administration fiscale en fait vous offre la possibilité, une fois les délais impartis dépassés, de corriger votre déclaration en ligne, et cette possibilité en fait elle vous est offerte à partir de fin juillet et jusqu'à mi-décembre. Alors, une fois que le service de correction en ligne est terminé, vous avez toujours la possibilité de corriger votre déclaration, mais à ce moment-là, ce sera par le biais en fait d'une réclamation. Donc, en sachant dans tous les cas que si jamais vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine, donc qui pourra vous aiguiller sur toutes ces questions-là. Eh bien, un grand merci à toutes les deux pour toutes ces informations. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre en agence Groupama Paris Val de Loire, demander un rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine de cette agence, qui se fera un plaisir donc d'effectuer cette analyse avec vous sur la structure de votre imposition, qui peut aussi s'appuyer sur le service d'ingénierie patrimoniale, donc le service d'Annelise, pour des questions parfois plus techniques. Et en tout cas, un grand merci à vous et à très bientôt en agence Groupama. Merci. Merci, Merci à tous. Bonne journée.